Et place à présent sur Radio J à un nouveau numéro de notre série historique, l'histoire des Juifs de France. Rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à regarder également sur notre page YouTube. Merci de votre fidélité. Comme tous les jours en compagnie de Christophe Dard, nous vous racontons donc une date, un événement ou un portrait d'une personnalité juive importante. Avec des anecdotes et toujours replacées, bien sûr, vous nous connaissez dans le contexte historique de l'époque concernée. Alors nous avons consacré plusieurs épisodes à la situation des Juifs sous la monarchie de Juillet, de 1830 à 1848. Cette année-là, un nouveau régime succède à ces 18 années de royauté. Il s'agit de la Deuxième République. Et ce qui nous intéresse, c'est la place des Juifs au cœur de ce régime court, 3 ans seulement, et instable, avec plusieurs phases. Christophe Dard, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui va provoquer justement la fin du règne de Louis-Philippe et l'instauration de la Deuxième République, donc en 1848 ? Comme en 1789 et comme en 1830, c'est par une révolution que la France change de régime. À partir du 22 février de cette année-là se déroule une révolution et le 24, l'écrivain et poète Alphonse de Lamartine, très engagé politiquement dans le camp républicain opposé à Louis-Philippe, proclame la Deuxième République à Paris. Je précise d'ailleurs que Lamartine a beaucoup voyagé par le passé et il s'est notamment rendu en Orient en 1832. Vous me permettrez donc cette petite parenthèse au cours de laquelle d'ailleurs il visite Jérusalem et il écrit, écoutez bien, c'est bien là que Sion était assise, site bizarre et malheureux pour la capitale d'un grand peuple, c'est plutôt la forteresse naturelle d'un petit peuple chassé de la terre et se réfugiant avec son temple sur un sol que nul n'a intérêt à lui disputer, sur des rochers qu'aucune route ne peut rendre accessibles, dans des vallées sans eau, dans un climat rude et stérile, n'ayant pour horizon que les montagnes calcinées par le feu intérieur des volcans, les montagnes d'Arabie et de Jéricho, et qu'une mer infecte sans rivage et sans navigation, la mer morte. Et oui, c'est important d'évoquer ce texte qui montre la fascination de Jérusalem pour Lamartine, également préciser qu'il n'y avait pas de peuple à cette époque qui était en place, qui revendique donc que la ville sainte est le berceau des Juifs. À l'issue de ces journées révolutionnaires de 1848, Lamartine est justement nommé ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement provisoire qui adopte plusieurs mesures, le suffrage universel masculin, le rétablissement de la liberté de réunion et de la liberté de la presse et surtout l'abolition de l'esclavage pris par décret le 27 avril. Et on oublie trop souvent que cette abolition de l'esclavage a été permis notamment par des Juifs, avec une nouvelle fois le rôle capital de l'avocat et député Adolphe Crémieux, qui est vraiment notre fil rouge depuis quelques épisodes. Notre héros. Pas terminé, notre héros de la période. On lui doit déjà en 1848 à la libération, souvenez-vous, des Juifs de Damas accusés de meurtre rituel. On en a parlé ici même, suite à la disparition d'un moine français, mais aussi l'abolition du serment mort judaïco, très important, ce serment qui était imposé aux Juifs dans les tribunaux. Alors président du consistoire central depuis 1843, Crémieux, ministre de la Justice du gouvernement provisoire, se bat pour que l'abolition de l'esclavage soit donc enfin décrétée. À noter par ailleurs à la même période, depuis 1847 plus précisément, qu'en Algérie, que la France s'occupe depuis 1830, les Juifs algériens ont libéré leurs esclaves. Ces premières semaines de la Deuxième République suscitent une véritable euphorie chez les Juifs. Le consistoire et des rabbins ont manifesté d'ailleurs dès février 1848 leur enthousiasme pour le nouveau régime. Les journaux juifs inventent la nouvelle politique et relatent dans leurs colonnes la bravoure des médecins juifs qui ont soigné les blessés des journées de février dans un hospice israélite. Et comme en 1789, souvenez-vous, les clubs émergent un peu partout. À Paris, par exemple, un certain écrivain d'une 50aine d'années du nom d'Alexandre Créange, alias Ben Barouk, qui est un fervent républicain, opposant d'ailleurs aux décisions du consistoire central, comme d'ailleurs pas mal de juifs à l'époque, on y reviendra un peu plus tard, créer un club démocratique des fidèles où des juifs débattent dans une ambiance souvent houleuse. Et puis il y a aussi la fierté à cette époque d'être représenté par des juifs dans le gouvernement provisoire, Crémieux bien sûr, mais aussi le banquier et ancien président du consistoire israélite de Paris, Michel Goucho, qui est effectivement nommé ministre des Finances et élu député. Mais dans le même temps, en Alsace, la révolution de février 1848 a entraîné une flambée de haine anti-juive avec de violentes émeutes liées à la crise économique et la hausse des prix. Oui, c'est intéressant d'observer que comme en 1805, c'est par l'Alsace effectivement que l'on assiste à des manifestations anti-juives et en fait c'est en 1847, en juin, qu'elles ont démarré à Mulhouse, provoquées par l'augmentation du tarif du pain, manifestations réprimées et qui ont fait plusieurs morts. Dans les mois qui suivent et précédant la chute de la monarchie, donc 1847-1848, cette crise économique perdure, elle va même s'amplifier. Or, 46 000 juifs vivent alors en Alsace et en Lorraine, sur les quelques 74 000 que compte la France à cette époque. Et même si la plupart, bien sûr, on l'a souvent dit, sont pauvres, vivent majoritairement dans les campagnes, eh bien, ils sont accusés par beaucoup de pratiquer l'usure,
donc de s'enrichir en période de crise économique quand les autres Alsaciens n'ont même pas de quoi se nourrir. Au moment de la proclamation de la Deuxième République, on assiste à de véritables pogroms dans le Haut et dans le Bas-Rhin. Le 22 février 1848, la synagogue et des habitations juives sont pillées à Altkirch. À Marmoutier, 24 maisons juives sont également pillées. Et c'est surtout à Durmenac, où plus de la moitié des habitants sont juifs, et bien que l'on assiste à des émeutes très violentes durant plusieurs jours, du 28 février au 2 mars 1848. La population locale va combattre la garde nationale juive chargée par le maire Aaron Meyer de défendre la communauté du village. Des propriétés juives sont saccagées et pillées. Au moins 75 maisons sont incendiées. Le 22 juin 1848, de nouvelles journées révolutionnaires éclatent à Paris. Les ouvriers protestent contre la fermeture des ateliers nationaux. Ces journées de juin marquent la fin des réformes qui avaient été adoptées depuis février. Le régime se stabilise, il se dote d'une constitution. Le 11 décembre 1848 se déroule l'élection du premier président de la République et c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui l'emporte. Alors c'est une sacrée revanche pour lui, car vous ne savez peut-être pas, Ilana, mais il avait tenté par 2 fois de mener des coups d'État qui avaient lamentablement échoué à Strasbourg en 1836 et à Boulogne-sur-Mer en 1840. Il a même été condamné à de la prison au fort de Ham en 1846 dans la Somme et il s'était évadé. Donc vous voyez, c'est un héros assez rocambolesque, mais toujours est-il bien qu'il s'impose dès le début des événements de 48 et Bonaparte prend une sacrée revanche puisqu'il l'emporte avec plus de 74% des voix et il est élu pour 4 ans. De nombreux juifs sont alors déçus par le tournant pris par le régime, car aux avancées sociales pour une France plus fraternelle et égalitaire des premiers mois succède avec Louis-Napoléon Bonaparte un retour aussi à une politique conservatrice et à une reprise en main par les catholiques. Et oui, c'est intéressant d'observer qu'à chaque révolution derrière, c'est le retour à chaque fois du parti de l'ordre. C'est toujours assez étonnant. Et d'ailleurs, le parti de l'ordre, c'est ce parti qui est bien représenté par donc le nouveau président de la République, le premier donc de l'histoire de France. Alors, par exemple, puisque vous parliez effectivement de reprise en main par les catholiques, la loi Fallou va impliquer effectivement plus fortement l'Église catholique dans le domaine de l'éducation. Alors évidemment, de nombreux juifs sont inquiets. Ils se disent, est-ce que ça va pas avoir un impact sur notre éducation, sur notre manière de voir les choses? Et puis le suffrage universel, cette avancée majeure de février 1848, est fortement limitée. Mais dans le même temps, parce qu'il y a aussi il y a des signes d'ouverture et des signes d'apaisement, le journaliste et éditeur, par exemple Samuel Cahen, qui a réalisé d'ailleurs la première traduction juive de la Bible en français, est fondé en 1840 les archives israélites et encouragé la réforme de la liturgie pour permettre à la synagogue de rivaliser avec l'église, est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1849. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, en violation de la Constitution, organise un coup d'État. Malgré de nombreux soulèvements et une violente répression, un large plébiscite conforte Bonaparte qui reste au pouvoir et mène une politique de plus en plus autoritaire. Oui, il est conforté par ce plébiscite et la Deuxième République va prendre officiellement fin à la proclamation de Louis-Napoléon Bonaparte comme empereur sous le nom donc de Napoléon III le 2 décembre 1852. Retenez bien cette date, Ilana, le 2 décembre 1852, c'est pile 1 an après le fameux coup d'État. Et si vous vous référez plus loin dans l'histoire, ça se réfère aussi au 2 décembre 1804, le jour du couronnement de Napoléon Bonaparte comme empereur. Donc en fait, à chaque fois, il y a des signes. C'est 1 an jour pour jour après son propre coup d'État. Et c'est donc, si je ne dis pas de bêtises, 52 moins 4, 48 ans, c'est 48 ans après donc la proclamation en tant qu'empereur, le couronnement en tant qu'empereur de son oncle. Comme vous savez, ce fameux sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris avec le célèbre tableau de Jacques-Louis David. Merci beaucoup Christophe Dard et nous verrons dans un prochain numéro de l'histoire des Juifs de France le rôle très important des frères Pereire par ailleurs dans ce nouveau régime.